Et je vous propose à présent de passer à notre troisième et dernière table ronde consacrée à l'intelligence artificielle et la relation client. Alors, j'en aperçois, j'appelle Monsieur Roger Gaudin, s'il vous plaît. Claude Ly, que j'ai vu. Bonsoir. Et Betty Serroussi, que je vois avec Tristan de Saint-Gélinet. Je vous en prie, venez vous asseoir où vous le souhaitez. Bonjour à tous les quatre. Donc, Betty Serroussi et Tristan de Saint-Gélinet, vous êtes les cofondateurs et dirigeants de My Travel Planet. Maintenant, vous êtes voisins. Roger Gaudin, vous dirigez le Château de la Bégude à Valbonne. Et Claude Ly, vous dirigez les agences de Papa à Nice. Bonsoir à tous les quatre. Alors, la relation client, la fidélisation, la satisfaction des consommateurs sont aujourd'hui des enjeux majeurs pour les entreprises. Et il y a évidemment un rôle très important à jouer dans tout ça. Alors, Roger Gaudin, vous êtes directeur du Château de la Bégude. C'est un bel hôtel. On ne vous attend pas forcément sur l'intelligence artificielle. Et pourtant, c'est un outil vraiment que vous utilisez depuis votre arrivée ici il y a 3 ans, vous m'avez dit. De quelle façon? Et pourtant, on y mange bien aussi. Ah, ça par contre, on en doutait moins, vous voyez. Mais... c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que l'intelligence artificielle puisse être présente dans un hôtel. Et pourtant, depuis quelques années, ça va faire au moins 15 ans en ce qui vous concerne, où l'intelligence artificielle, au travers de la mise en place de sites internet qui étudiaient l'utilisation client, je crois qu'en termes techniques, c'est UX, je crois. C'est ça, merci. Donc on étudie effectivement l'expérience client au travers de sa première réflexion, où je vais partir en vacances, comment je vais partir en vacances, dans quel établissement, qu'est-ce qui se passe autour de l'établissement, qu'est-ce que je peux faire autour de l'établissement. Donc on avait commencé à réfléchir avec le propriétaire de l'hôtel pour lequel je travaillais sur quel prestataire allait nous accompagner pour la conception du site internet et quels allaient être les partenaires tout autour qui allaient nous aider effectivement à simplifier le parcours client pour sa réservation. Déjà pour sa réservation. À l'époque, c'était pour sa réservation. Petite parenthèse, il y a 30 ans, je travaillais dans un hôtel en banlieue parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, où on utilisait une main courante manuelle pour les réservations. Donc on avait un stylo, on avait un crayon, une gomme. Donc on notait toutes les réservations qui étaient prises par téléphone. On notait tout. Et quand on faisait une erreur, il fallait rechercher l'erreur. C'était pas simple. Les factures étaient toutes effectivement manuelles. Les factures au restaurant étaient tout manuelles. Et ça a vraiment très très bien évolué. Donc depuis l'expérience client, grâce à l'intelligence artificielle, fait que le client en 2 minutes, si on parle de booking.com, en 2 minutes, vous choisissez votre hôtel, vous réservez. Et l'enjeu pour tous les hôtels indépendants ou les petits groupes indépendants, c'est effectivement de réussir à trouver les partenaires qui vont nous aider à travailler aussi bien, aussi vite et offrir la même expérience pour le client lors de sa réservation. Donc l'outil pour la réservation. L'outil pour la réservation. L'outil pour communiquer avec tous les agents de voyage, les tour opérateurs. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle un channel manager. Et à l'époque, effectivement, il fallait envoyer des fax à chaque agent qu'il fallait rencontrer, ou voire même des telex. C'est un peu plus ancien. Aujourd'hui, on a un channel manager qui nous permet de loader tous nos tarifs sur un support et qui va être envoyé directement avec tous les partenaires, tous les canaux de distribution avec qui on collabore. Booking.com, HRS, des tour opérateurs en direct, Hotelbeds, des wholesalers, des grossistes aussi. Et tout ça juste en un seul clic. Enfin, quand je dis un seul clic, c'est un seul clic quand je donne les instructions. Mes équipes, ça leur prendra un petit peu plus de temps. Mais il fut un temps, effectivement, quand je m'en occupais personnellement, effectivement, il y a la stratégie et la réflexion qui prend un petit peu de temps. Puis après, effectivement, il faut juste loader les tarifs, les inventaires. Ce qu'on appelle les inventaires, c'est le stock de chambre qui est disponible. Et puis après, il n'y a plus qu'à. L'outil IA est aussi très important, ce qui concerne la satisfaction client, l'e-réputation, comme on dit. C'est assez moche, mais c'est capital dans le tourisme. C'est capital. Là encore, l'IA nous aide énormément parce que ça va très très vite, parce qu'on pousse le commentaire que les clients font sur tous les canaux de distribution, sur tous les supports. On analyse leurs commentaires grâce à la sémantique. Alors nous, on utilise un outil qui s'appelle Trust You, qui est un outil, une filiale du groupe Accor,
Nous ne sommes pas à Cahors, mais ils font de très bons outils, une très belle hôtellerie. Et c'est vrai que ça nous permet de fonctionner beaucoup plus rapidement, beaucoup plus précisément. Bon, ça n'empêche pas effectivement d'avoir le rapport humain avec le client et d'anticiper effectivement ses besoins et ses attentes, surtout s'il y a des dysfonctionnements dans un établissement, bien sûr. Mais une fois que le client est parti, pour peu qu'il y ait un commentaire effectivement qui soit mis en ligne élogieux ou un petit peu moins, son commentaire est analysé sur est-ce que ça concerne la structure de l'établissement, la géolocalisation, le tarif, le service, la propreté. Et donc, on analyse tous les petits points que vous pouvez voir, même sur Booking.com par exemple, vous avez le détail des commentaires des clients qui sont bien indiqués. Nous, on a un système, effectivement, un partenaire avec qui on collabore, qui nous permet d'analyser tout ça, mais on va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre le commentaire du client. Et ça nous permet surtout, au-delà des réponses, de mettre en place des formations de manière instantanée, quotidienne. On a des morning briefings tous les matins avec les chefs de service pour s'assurer effectivement que le commentaire reçu la veille est pris en considération à l'instant T. Oui, on parlait de l'importance de l'humain. Si le commentaire, vous n'en faites rien, au final, c'est exactement ça. Un outil de réputation, on s'en fiche. L'IA sans la dimension humaine a très peu de futur. Vous êtes arrivé il y a 3 ans, c'est ça, au Château de la Bélude. C'était déjà le cas où vous avez vraiment numérisé, basculé. TrustYou, c'est depuis mon arrivée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place. Alors, on avait un système, un PMS, donc c'est un Property Management System, c'est un système qui permet de gérer effectivement les réservations, qui était un petit peu plus archaïque. Donc, on a choisi une technologie un petit peu plus moderne, un PMS qui s'appelle Muse. En l'utilisant ce système sur du cloud, donc dans les nuages. Nous, les hôteliers, on est un petit peu rêveurs, donc on aime bien ces petits mots qui nous font rêver aussi et qui nous font voyager. Et l'avantage, effectivement, c'est que on peut, d'une part, ça évite d'avoir trop de matériel informatique dans un établissement. Donc, au lieu d'avoir un serveur plein de câblage, de réseaux, on limite toutes ces infrastructures. Et puis, c'est un peu plus RSE, effectivement, que d'avoir... Enfin, RSE, après, ça se discute, hein, les serveurs des systèmes cloud. Je pense que vous êtes d'accord. Peut-être que ça peut se discuter. Hein. Mais il y a un côté pratique, moins de câbles. Le côté nomade, on est tous nomades. Donc, je travaille... mon travail est là, dans ma sacoche, je peux travailler de n'importe où, je fais une pause, effectivement. Alors on peut considérer que ça nous oblige peut-être à travailler plus, mais au final non, parce que ça nous permet de nous adapter, toutes ces technologies, au rythme du client. Il fut un temps, le client, il réservait cette année pour l'année prochaine, il réservait pour un mois. Aujourd'hui, le client, il arrive au terminal 1 ou 2 de Nice, et lorsqu'il arrive, il réserve son hôtel, et on n'a pas encore reçu la réservation qu'il est déjà chez nous. Donc ça nous oblige à beaucoup plus de rapidité, effectivement, et à nous adapter à la façon de fonctionner, de consommer du client. Vous me disiez aussi que l'IA, c'est un outil que vous utilisez également pour le recrutement. De quelle façon ? Je suis en train d'y réfléchir. Je ne sais pas si c'est en relation avec TalentPoint, mais je ne me suis pas permis d'ouvrir mon ordinateur pendant que vous parliez pour regarder, etc. Ça aurait été impoli, mais je regardais tout à l'heure, mais ça commence par talent. En fait, je crois que ça rejoignait un petit peu ce que vous évoquiez, c'est recruter à l'extérieur, oui, mais les forces vives sont déjà dans l'entreprise et parfois, voilà, alors on a dit qu'on ne faisait pas de politique, donc je ne vais pas citer Trump, mais Trump aime bien parler de corporate shuffle. Et le corporate shuffle, pour avoir joué au football américain, c'est quelque chose qu'on utilise énormément pour changer les joueurs de position en attaque, en défense, en équipe spéciale. Et du coup, de par ce passé de joueur, je l'utilise dans ma façon de gérer les équipes. Et parfois, effectivement, il peut y avoir un collaborateur qui peut être très bon dans un domaine, qui peut avoir aussi des aspirations dans un autre. Et avec un petit peu de formation, effectivement, on peut l'accompagner à changer de service. Mais pour ça, c'est de se dire, est-ce que Pierre peut collaborer avec Emmanuel ? Et cet outil-là, que j'ai testé. Apparemment, je suis capable de travailler avec une personne qui est à Nice. Je ne citerai pas qui c'est, mais apparemment oui. Cet outil nous permet effectivement, au travers de questions, etc., de rapprochement, de rapprocher les personnalités et de savoir si, voilà, Olivia et Roger peuvent collaborer ensemble. Si on est compatible professionnellement. Est-ce qu'on est compatible ? Est-ce qu'on est compatible ? C'est un gain de temps en cas de mauvais recrutement. C'est un gain de temps, mais c'est toujours pareil. C'est un outil de management.
C'est un outil. Ça reste C'est un vous qui avez outil. utilisé le terme, je crois, c'est pas un outil de décision. C'est un outil d'aide à la décision. Et c'est là, effectivement, où, encore une fois, l'humain est important. Il y a d'autres outils qui sont en place que nous, on n'a pas encore mis en place au sein du groupe. Et ça viendra certainement peut-être pour gagner du temps. Ce sont ce qu'on appelle les ATS, donc les Application Tracking Systems. Ce sont des systèmes que toutes les grandes chaînes hôtelières utilisent pour recruter, qui permettent de déceler au travers de certains mots la compatibilité entre votre candidature, votre curriculum vitae, votre lettre de motivation avec l'annonce de l'employeur. En tout cas, que vous l'utilisiez, vous l'intégriez ou non, clairement, il y a des nouvelles façons de travailler. Complètement. Et pour vous, et pour tous vos salariés, combien de personnes travaillent au Château de la Bégude, peut-être en saison ou... En tout, entre le golf et le château, je crois qu'on doit être à peu près 85. Voilà, et ça implique une nouvelle façon de travailler, du coup, pour les 85 ? Ça me donne beaucoup plus de temps à passer avec les collaborateurs et avec les clients. Voilà. Jusqu'à un point où je suis en train de réfléchir à ce que mon bureau ne soit plus un bureau mais un bar. Voilà. Parce que j'aime m'asseoir au restaurant et être proche des collaborateurs et des clients. J'aime me mettre dans le lobby. Enfin, voilà, j'aime être là où il y a du monde plutôt que de se retrouver effectivement dans un bureau de château où effectivement, vous avez des cloisons et il n'y a plus personne autour. C'est le cas aussi pour les salariés. Est-ce que ça leur dégage aussi plus de temps pour faire leur métier, finalement, l'hospitalité, quoi. Oui, complètement, parce que dès que la notion de automation, donc lorsque tout est automatisé, effectivement, ça limite les erreurs humaines. Alors, les erreurs humaines peuvent être en amont, lorsqu'on load tous les tarifs, les inventaires, etc. Mais à partir du moment où tout est automatisé et que vous savez que le client, quand il va faire sa réservation va aller directement dans le système et que vous avez juste à faire 2-3 vérifications, vous n'avez pas de manipulation, vous n'avez pas de saisie, vous n'avez pas de ressaisie, c'est plutôt pas mal. Lorsque votre logiciel, votre PMS est relié à votre logiciel de comptabilité et que le paramétrage et que vous avez fait les tests, que tout le chiffre d'affaires remonte directement sur la compta, effectivement, vous n'avez pas besoin de ressaisir. On est en train sur certains golfs du groupe, le déploiement d'une application avec une société qui s'appelle QBO, qui va permettre, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet en fait d'aller chercher toute la data un petit peu partout dans tous les logiciels que vous utilisez pour resynthétiser cela et pour vous faire des tableaux de bord qui évitent de faire un tableau Excel par ici, un tableau Word, machin, enfin, etc. Sortir de plusieurs rapports qui n'ont ni queue ni tête, où vous perdez du temps. Et voilà, là, ça fait gagner du temps pour passer du temps à la réflexion, à la lecture des données, pour mettre en place des actions ensuite. Que ce soit des actions financières. C'est l'atout numéro 1 de l'intelligence artificielle dans votre secteur, dans votre métier. C'est ce gain de temps qui est dégagé. Et ma comptable également, qui m'aide beaucoup à réfléchir. Oui. Et prendre de bonnes décisions. Elle m'aide à prendre de bonnes décisions. Oui, mais c'est un atout indéniable pour aller vite. C'est surtout pour la rapidité et la précision et la justesse de la data. Merci beaucoup, Roger Gaudin. Merci. On reste dans le tourisme avec vous, Betty Serroussier et Tristan de Saint-Gélinet. Vous avez cofondé Travel Planet, que vous co-dirigez depuis peu à Sophia Antipolis, pas très loin d'ici. Expliquez-nous un peu votre activité. Bonsoir. Alors effectivement, Travel Planet, donc nous sommes implantés à Sofia depuis le 1er janvier, donc effectivement c'est récent. Travel Planet, c'est une agence de voyage qui est spécialement dédiée aux déplacements professionnels des moyennes et grandes entreprises, exclusivement. Alors Travel Planet, effectivement, la différence que nous avons, c'est que nous avons développé notre plateforme, mais notre plateforme pas uniquement pour réserver les voyages de nos clients, quels qu'ils soient, et les hôtels, bien évidemment. Quand je dis les voyages, ça inclut bien sûr les hôtels, mais également pour faciliter la vie de nos clients. Il faut savoir que Travel Planet, c'est 3000 transactions par jour. Et à ce titre, nous récupérons beaucoup de données. Bien évidemment, il faut savoir la récupérer. La qualité et l'optimisation de cette donnée est essentielle pour nous. Nous devons savoir la présenter à nos clients. Nous devons avoir l'outil qui est totalement adapté à recevoir cette donnée, afin que nos clients puissent piloter eux-mêmes leur voyage en temps réel et non pas avec un rétroviseur, ce qui arrive souvent dans notre métier en l'espèce.
Donc c'est du sur-mesure. Alors, c'est du sur-mesure pour chaque client, mais tous nos clients ont accès effectivement à cette même base de données. Nous qualifions, alors effectivement, tout ce que nous récupérons est traité, bien évidemment en interne, vous l'avez compris, puisque nous avons nos propres équipes de développement. Tristan vous en dira plus, puisqu'il a été, pour le coup, le fondateur de ce bel outil. Ça nous permet surtout d'être pertinent et de pouvoir organiser. Et le client peut tout seul travailler, il n'a pas besoin d'intervention de Travel Planet, il peut le faire à n'importe quel moment, comme tout le monde le sait. S'il se lève à 5 heures du matin et qu'il a envie de savoir s'il est dans la politique de voyage ou pas, c'est important. Alors le voyageur, il s'en fiche un peu, mais l'acheteur, il s'en fiche un peu moins. Savoir si il ne dépasse pas le budget qui a été prévu en début d'année pour pouvoir rectifier le tir, etc., etc. Donc c'est quand même assez important et pour nous, c'est un gain de temps et c'est surtout, je pense, beaucoup plus ludique. Certains ont parlé de temps humain. Je pense qu'on peut utiliser le temps humain à faire des réunions avec eux pour parler d'autre chose que d'aller chercher l'information avec des papiers et des tableurs Excel. Je vous rejoins. Alors Tristan, justement, Betty soulignait 3000 transactions par jour. C'est énorme comme volume de données générées. Vous en faites quoi après de ces données ? Alors, on en fait beaucoup de choses. 3000, c'est la transaction qui aboutit. Mais par exemple, quand vous faites une recherche aérienne sur un Paris-New York, on va remonter à peu près 4000 réponses pour cette seule recherche. Donc, c'est des millions de données qu'on récupère tous les jours. Le premier élément important, c'est qu'on a une chance extraordinaire, c'est que comme on travaille dans du déplacement professionnel et que la plateforme, on doit s'identifier quand on s'y connecte, puisque nos clients sont les entreprises, on va donc savoir exactement qui fait quoi. Et là, on a un gros avantage par rapport à beaucoup d'opérateurs de B2C, aussi grands fussent-ils, c'est qu'on sait exactement quel est le profil, l'identité et l'usage qui est fait de chaque recherche. Donc toutes ces données, d'une manière assez classique, comme l'évoquait Betty, on s'en sert pour restituer à nos clients entreprises ce que leurs clients consomment et s'ils le consomment de manière, je dirais, conforme aux souhaits de leur employeur ou pas. De leur donner aussi de l'information sur à qui ils achètent. On a un collègue hôtelier de savoir, par exemple, aujourd'hui, quel type d'hôtel ou quels hôtels utilisent, quels sont les hôtels principaux avec lesquels il est intéressant de négocier ou pas, avec lesquels il va être intéressant de pouvoir orienter l'usage sur les destinations qui sont prises, les compagnies aériennes, les compagnies ferroviaires qui sont en train de se multiplier aussi sur la partie française, entre autres, et ça va assez vite. Donc tout cet élément-là, c'est déjà de l'analyse de comportement, puis ça va aider effectivement à la décision d'orientation d'achat. Ça, c'est l'élément, je dirais, déjà de premier niveau. Et les données chez nous sont actualisées tous les jours. Donc un acheteur, un responsable de service, un travel manager va avoir tous les jours ce qu'il a consommé jusqu'à la veille. Et on lui met à disposition des business intelligence. J'entendais sur la conférence précédente, la table ronde précédente, on nous parlait de visualisation de données. C'est ce qu'on met à disposition, mais après, ils peuvent descendre jusqu'au niveau le plus fin possible, parce que chacun a parfois envie d'avoir sa propre analyse. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est vraiment au niveau de l'entreprise. Là où on va avoir un deuxième niveau qui est assez intéressant, c'est que puisqu'on connaît les comportements individuels, on va donc pouvoir conseiller ou en tout cas proposer des choses à la personne qui est en train de réserver. Et là, ça donne des exemples très concrètement. Et ça, l'objectif n'est pas de le faire pour une personne, mais pour toutes les personnes qui accèdent à la plateforme chez nous. Donc ça va être un hôtel, par exemple. Un hôtel, voilà. J'arrive à Nice. Premier élément assez simple, je vais assez régulièrement à Nice, donc on ne va pas réinventer la terre. On va prendre, voilà, cette personne a l'habitude de prendre dans ce quartier-là, dans cet hôtel-là, on va dire, voilà, c'est l'hôtel que vous prenez habituellement et voilà des hôtels équivalents. Mais c'est un peu plus compliqué si demain cette personne va à Limoges, qui n'est jamais allée à Limoges. Donc on va lui dire, on ne va pas lui proposer grand-chose. C'est là où on peut commencer à faire des choses intéressantes, c'est de dire, quand il va à Nice, Lyon ou Paris, voilà la typologie d'hôtels qu'il prend. Est-ce que c'est plutôt des hôtels de chaîne ou pas? Est-ce que c'est plutôt du boutique hôtel? Est-ce qu'on est plutôt près du centre-ville? Et on va avoir, en règle générale, entre 3 et 5 critères d'évaluation qu'on va pondérer pour lui proposer une expérience et une typologie de choix qui ressemble à ce qu'il a d'habitude. Donc ça, c'est déjà un premier niveau qui est intéressant. L'un des éléments dont on souffre dans notre métier, c'est une offre pléthorique. Donc là encore, gain de temps. Gain de temps, voilà, et un pré-tri. En tout cas, une pré-proposition qui est importante. On parlait de Booking, à qui on est connecté. Vous faites une recherche sur Paris, je sors 1500 hôtels. Donc c'est sympa. Mais le temps que je cherche l'hôtel que je veux, je pense que ma nuitée est passée. Ce qui est quand même moins pratique.
Et puis, le deuxième niveau d'analyse qu'on peut effectivement faire, c'est j'ai choisi un hôtel, mais comme j'en ai proposé beaucoup, on va, en fonction du choix qui vient d'être fait, donc là en temps réel, de pouvoir lui dire qui sont dans les critères avec un certain nombre d'évolutions qui peuvent être positives ou négatives. Voilà 3 alternatives qui peuvent être intéressantes à ce que vous venez de présélectionner. Et ça, c'est de le faire sur l'hôtellerie dans l'exemple, mais on sait le faire sur la location de voitures, de l'hôtel, etc. Ça demande justement l'utilisation d'intelligence artificielle. Ah oui, alors derrière, moi je me méfie toujours du terme parce que c'est un peu la tarte à la crème. J'entendais aussi tout à l'heure des data scientists. Il y a 5 ans, tout le monde était data scientist. On faisait 3 fichiers Excel, on était data scientist. Donc je me méfie toujours des termes. J'avais beaucoup aimé le film iRobot, c'était sympa, mais encore une fois, ça restait de la science-fiction. Ça demande en tout cas du traitement, la qualification et du traitement massif de données et de s'en servir pour pouvoir tirer des règles de gestion. Voilà. C'est moins sexy dit comme ça, mais c'est un peu ce dont on a besoin. Au final, c'est ce qui marche. Et donc, vous disiez, tout est fait en interne. Ça a toujours été le fondement de Travel Planet. Oui, parce qu'on est dans un métier, l'agence de voyage, l'imaginaire collectif qui est encore assez vrai, c'est qu'on est là pour réserver des billets de train, d'avion et des hôtels et autres. Quand on le fait sur une grande échelle, l'outil et l'automatisation, aujourd'hui, c'est à peu près 94% des transactions qui sont réservées sur nos plateformes, mobiles ou web, mais c'est pareil, 99,2% des facturations. Parce que ça, c'est ce que voit le client, mais derrière, quand vous avez fait 3000 ventes, c'est bien, mais si vous pouvez faire 3000 facturations, c'est aussi pas mal. Surtout que si ça ne le fait pas à court terme, ça pose problème. On parlait du papier-crayon à tous les niveaux, c'est pas que ce qu'on voit. Donc, le développement, la conception et le process que l'on va mettre dans son outil est je dirais, totalement intégré dans la stratégie de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a des outils qui existaient, mais on s'est trouvé assez rapidement limité par ces outils. Et surtout, à chaque étape de ces outils, c'était un empilement d'outils, on perdait de l'information. Et donc, entre l'outil qui nous permettrait de réserver, il était déjà moins riche que celui qui me donnait la facturation, puis encore moins riche donc à la fin, on avait plein d'infos, mais on en avait très peu qualifiées et bonnes. Donc là, le développement était exclusivement en interne, avec des salariés Travel Planet, basés en France. Donc, ils étaient à Paris, là, ils sont en train d'arriver à Sofia. Voilà, je ne suis pas trop mécontent, ça s'est assez bien passé. Et puis, effectivement, derrière, de pouvoir impliquer à la fois la partie technologie et la partie métier. Et c'est ce mariage permanent qui est souvent le plus compliqué. Alors justement, Betty peut peut-être en parler par rapport à l'enjeu de cette relation client. Alors, c'est essentiel parce qu'effectivement, le client, tout ça, il ne le voit pas, il s'en sert. On dit souvent avec Tristan, dans nos clients, il n'y en a pas qui nous disent « c'est génial votre outil, moi j'adore, je me lève la nuit, je tape dessus, je cherche des trucs, je traite des données ». J'en ai pas. En revanche, nos clients, qu'est-ce qu'ils font? Si ça ne va pas, ils vous appellent. Si ça va, souvent, ils ne vous appellent pas. Mais si ça ne va pas, ils vous appellent. Donc, il est extrêmement important d'avoir toutes ces données. On vous le disait encore une fois, 3000 transactions jour, hein, donc c'est même pas. On est obligé, je vais vous prendre un exemple précis, un client lambda va arriver, on va parler d'hôtel. Ah bah c'est nul, je suis arrivé, l'hôtel m'a refusé. Ah bon, pourquoi? Alors il faut savoir que nous, on fait du voyage d'affaires, donc on prépare toutes les transactions. L'hôtel m'a refusé. Ah bon, pourquoi il vous a refusé? Ah bah parce qu'il a dit que j'avais pas payé, il voulait ma carte, etc. Et en 2 coups de clic ou 3 coups de clic, on va tout de suite pouvoir répondre de manière pertinente, en tous les cas, nos équipes, en disant non, monsieur, bonjour, voilà, le prépaiement a été fait, le pré-checking a été fait, la carte a été envoyée et l'hôtel l'a encaissé. Donc après, il peut y avoir un problème en interne, mais en tous les cas, ça nous fait un gain de temps. Et au lieu d'aller chercher, si c'était du papier-crayon, vous imaginez aller chercher, qu'est-ce qu'on fait? On se fait battre et on dit bon, excusez-nous, on va vous rembourser la chambre, on ne sait pas trop. Et ça pollue. Au moins, quand on a des réunions qu'on appelle, nous, des réunions de mensuelles avec nos clients, on parle d'autre chose. Mais ça vous évite. Alors, on l'utilise, bien évidemment, et puis eux-mêmes ont aussi, en interne, peuvent aussi nous faire des remontées en nous disant ce que je vous disais tout à l'heure, en vous disant, écoutez, là, on est parti, mais là, on a explosé le budget. Est-ce que vous pourriez éventuellement verrouiller ça, verrouiller cette typologie d'hôtel, verrouiller, n'importe quoi, les voitures en catégorie D, etc., etc. Donc, c'est quand même assez essentiel. Oui, en termes d'économie, c'est intéressant. Et c'est ce mariage, du coup, constant, cet équilibre constant entre la plateforme, la techno et l'humain, parce que là, on vous appelle
Il y a Oui, un vrai nous, on a humain beaucoup d'humains. de- Alors, l'humain, on l'oublie pas vous chez qui nous. Hein. répond. Alors, on remplace pas. Il faut savoir déjà que bon, ceux qui ont construit le système, bah, évidemment, notre professeur, les professeurs sont humains, hein, très clairement. Faut pas l'oublier. La vitrine de Travel Planet, c'est nos collaborateurs, c'est nos humains. Je pense qu'à l'hôtel, c'est pareil. On essaie de leur faciliter la vie. Souvent, je dis qu'on facilite un peu la vie de nos clients et de nos passagers. Il n'en demeure pas moins qu'un client, autant il ne va pas nous appeler pour nous dire que notre plateforme est géniale, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Mais en revanche, il va nous appeler pour nous dire que telle personne lui a réglé tel problème, etc. Et ça, c'est important. Il ne faut pas oublier la place de l'humain. Mais les humains se servent quand même de la plateforme pour répondre à nos clients. Donc il faut, voilà, Il faut les deux. et avec des humains qui chez vous doivent être dispo souvent, non? Parce que quand on voyage, C'est ça. j'imagine, Alors, on ne voyage pas à Paris ou à Limoges. Donc, Oui, et puis pas que la journée. Pas que la journée, C'est vrai. donc avec du Donc, décalage horaire. on a des équipes qui sont basées, Sophia, sur la partie des tranches horaires européennes, et on a des équipes qui sont basées au Canada, sur la partie ouest, qu'avec 9 heures de décalage, parce qu'on a essayé d'éviter au maximum de faire travailler des humains de nuit. Nuit, on fait deux choses en tant qu'humain, mais moins travaillé. En tout cas, on est moins efficace. Donc ça, c'est aussi utiliser les décalages horaires. Et ça, c'est des choses qu'on avait mis en place à l'époque des 2015. Cette façon d'avoir une structure Travel Planet, toujours une filiale avec des collaborateurs, exactement les mêmes outils. Mais on avait commencé au tout départ, on était en Australie. Donc on avait 9 heures dans l'autre sens. Suite au Covid, on a switché sur le Canada, qui était un peu plus simple. Mais ça, c'était un point assez essentiel. Et pour revenir sur le mariage avec la technologie, ça a été dit tout à l'heure, mais certes, notre métier de voyage d'affaires, il fallait imaginer qu'il y a une dizaine d'années, vous aviez 5 pièces comme ça, remplies de collaborateurs qui passaient toutes les transactions à répondre par téléphone ou par mail et à les faire manuellement. Et c'était ça le métier d'un... Et des American Express, Carlson Wagonlit, c'était des dizaines de milliers de collaborateurs, agents de voyage qui ne faisaient que ça. Aujourd'hui, la partie transactionnelle, y compris de nos collaborateurs, est très très faible. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une vraie évolution du métier, ils produisent très peu, ils règlent beaucoup de soucis, ils ont besoin de faire des choses un peu atypiques. Et ce que j'ai essayé de leur expliquer, et ce qu'ils ont assez bien compris, et si on prend, je voyais qu'on a un très joli jeu d'échecs là-bas, moi, dans les années 80, la première chose que les ordinateurs essayaient de faire, c'était d'extraire des racines carrées plus vite que les humains. Là, on est en 84-85, quand on lit les sciences et vie micro de l'époque, c'est ça. Donc, 85-86, on y arrive. On n'a pas des ordi très puissants. Puis après, milieu des années 90, on essaye de battre l'humain aux échecs. Donc, au bout maintenant, on le bat au jeu de Go, etc. Donc, l'ordinateur, pour faire des choses répétitives, fussent-elles compliquées, à un moment, il nous battra toujours. Et je pense qu'on dit souvent que l'humain doit faire des choses à plus grande valeur ajoutée. Il faut aussi accepter à un moment de ne plus faire certaines choses. Parce que, on parlait d'anomalies d'erreur, que l'ordinateur peut mieux. Par contre, la qualité et le travail de concentration et d'analyse est devenu très important, puisqu'on ne ressort que les anomalies. Et ça, on a beau essayer, même si l'ordinateur peut les traiter une fois qu'on lui a expliqué comment le faire, la détection, la compréhension, on est encore très très loin de l'avoir de manière automatisée. Et alors vous me disiez quand on a préparé cette table ronde que tout ça, c'est au final pas une question de moyens. Alors, ni de moyens, ni de nombre de personnes. Alors, j'entendais aussi tout à l'heure, on est 15, on aimerait être 40, on irait plus vite. Là-dessus, j'ai une théorie qui est un peu différente. Nous, notre équipe fait à peu près une quinzaine de personnes. Et nos concurrents, des équipes qui font, il y en a un qui n'est pas très loin, il s'appelle Amadeus, qui font plutôt 3000 personnes. Avec qui on a travaillé, puisqu'ils nous ont au tout début fourni la technologie avant qu'on la développe nous-mêmes. On a développé un vrai concept de productivité, mais aussi de le faire en petite équipe et avec une responsabilité. Et surtout de faire des développements très proches du métier. Donc je peux entendre que dans la recherche fondamentale, on a besoin beaucoup, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on cherche. On gère le déplacement de beaucoup d'universités en France, donc on a plein de chercheurs. De temps en temps, quand ils sont un peu pénibles, je leur explique que s'ils étaient un peu trouveurs, ce serait pas mal. Et je ne voudrais pas me mettre à dos une partie de la salle. On a dit pas de politique. Voilà, donc à partir du moment où on connaît le métier, où on arrive déjà à préparer les process automatisés qu'on veut dans l'architecture et la conception, la mise en œuvre est, je vais me peser mes mots, relativement rapide et ne nécessite pas des ressources indéfinies. Donc oui, ça nécessite des équipes, oui, ça nécessite un certain nombre de moyens,
mais je suis souvent assez surpris et des chiffres et de la taille de certaines équipes ramenées aux résultats produits. On parlait d'Amazon, notre ancien CTO, il est parti chez Amazon au Canada, et Amazon Web Services, la partie vraiment, et ils sont dans une équipe de 35. Mais quand j'échange avec lui, il me dit, ils embauchent parce que les clients demandent de faire des choses, donc ils embauchent, mais il n'y a pas d'objectif à court terme matérialisé. Nous, on a choisi, mais c'est encore une fois, c'est notre choix, de dire, voilà, on veut faire cette plateforme, c'est ça qu'on veut faire. Et de ce fait-là, la taille des équipes et donc le coût de développement, même s'il est loin d'être neutre, est tout à fait gérable sans avoir à dépenser des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et ça, je pense que c'est important aussi qu'on peut faire de la technologie complexe avec beaucoup de choses sans avoir des moyens absolument démesurés. Merci beaucoup à tous les deux. Je me tourne à présent vers vous, Claude Ly. Vous dirigez les agences de papa. Alors vous aussi, vous faites tout en interne. Expliquez-nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas, présentez-nous cette agence immobilière vraiment pas comme les autres. Oui, merci beaucoup Olivia. Oui, un peu de background pour comprendre un petit peu ce que sont les agences de papa et du coup ça permettra peut-être par la suite de mieux comprendre dans notre relation client qu'est-ce qu'on utilise en matière d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, j'aurais une approche très similaire à mon voisin et merci beaucoup pour ce que vous dites parce que nous, on a des outils qui sont vraiment des outils métiers. Donc, on fait des choses, des développements internes qui sont relativement simples pour pouvoir, en utilisant toujours des choses aussi disponibles sur le marché, pour pouvoir répondre à un besoin métier. Et c'est la base de notre utilisation de la technologie. Donc, les agences de papa, c'est une agence digitale, 100% digitale, sans agent sur le terrain, sans agence physique, et avec un coût de frais d'agence extrêmement bas, de 2 000 euros. Et pour pouvoir faire ça, ce qui est très important, c'est d'avoir industrialisé le process de l'agent immobilier. Qui dit industrialisé, j'ai entendu avec grand intérêt des industriels avant moi, nécessite des choses qui soient processées, de la productivité, de l'efficacité et je vous rejoins, de l'automatisme. Il se trouve que l'agence a été créée fin 2019. Les activités ont réellement commencé début 2020. Les débuts de l'agence, c'était beaucoup du manuel, beaucoup d'agents. On avait beaucoup de monde. L'année dernière, on avait beaucoup de monde. Et on a progressivement essayé de développer justement de l'automatisme. Et d'abord, l'automatisme, elle est dans la relation client. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a probablement autour de 1000 appels, 1000 appels et contacts email par jour de clients. Et en sachant que si on devait traiter ça manuellement, on l'a fait par le passé, il faut une équipe extrêmement importante. Et vous comprenez aisément que c'est compliqué quand on prend 2 000 euros de frais d'agence. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pu utiliser des outils qui permettaient d'automatiser un maximum de tâches répétitives ou des tâches qui sont relativement simples à répondre. Par exemple, quand on reçoit des emails de personnes intéressées par un bien, souvent, c'est des questions qui sont extrêmement répétitives sur, et qui sont d'ailleurs, l'information est quelquefois présente dans l'annonce. Donc, en fait, on a un système de reconnaissance des termes et on arrive à peu près à donner une réponse automatique. Alors, avant de donner la réponse automatique, on catégorise la priorité de la question. C'est-à-dire que si c'est une question que nous, on qualifie de prioritaire, ça va directement chez un agent pour avoir une réponse rapide. Par exemple, une demande de visite, pas répondre automatiquement par une demande de visite, quoique on est en train de mettre en place un système de calendrier automatique pour pouvoir faire ça. Donc, on catégorise d'abord la demande. Cette demande est filtrée automatiquement par une solution automatique et donc du coup selon la catégorie ça va directement chez un agent ou ça va mettre en pause, pas en prioritaire mais ça va aller chez un agent où la réponse est automatique parce que du coup on a détecté la question et on peut répondre automatiquement à cette question. Donc ça permet un gain, ce qu'on appelle nous l'aiguillage chez nous, ça permet un gain de temps très significatif pour nos agents, parce que ce que nous comptons, c'est le temps passé sur chaque bien à vendre par agent. Ils ont chacun des portefeuilles de biens et en termes de productivité, il est important qu'ils puissent passer le minimum de temps possible sur une transaction. Ensuite, on est en train aussi de travailler sur
sur l'étape d'après, qui est alors, nous on appelle le matching. Il y a des solutions aujourd'hui. Alors c'est pas nous qui développons ces solutions, mais il y a des solutions qui existent qui permettent de matcher l'agent immobilier ou la personne qui travaille dans notre call center à Nice avec la personne qui nous appelle. Donc en sachant que quelquefois vous avez des caractères différents selon chacun. On a tous des caractères différents, mais certains d'entre nous ont des caractères qui sont ou des spécificités qui sont plus proches. Et l'analyse étant que un agent à distance qui a des goûts ou des caractéristiques similaires aux clients a plus de chances de faire la vente. Donc il y a une solution qui existe aujourd'hui dans des outils de call center et on est en train de discuter avec eux pour mettre en place ça, pour permettre justement et ça ressemble un petit peu à ce que vous faites, vous, dans le recrutement. Finalement, beaucoup de choses se rejoignent. Exactement, c'est un matching entre le vendeur et l'acheteur pour que la vente soit la chance de vente soit la plus forte possible. Donc à nouveau, que ce soit plus efficace, qu'on ne perde pas de temps. Exactement. Et c'est une solution extrêmement intéressante, alors qui est utilisée aujourd'hui par les plus grands call centers mondiaux et on aimerait bien l'utiliser nous de notre côté pour pouvoir justement améliorer l'efficacité de nos échanges avec nos clients. Alors je crois que vous utilisez aussi l'intelligence artificielle pour repérer, enfin pour minimiser en tout cas les risques de mauvais payeurs, des risques de fraude, etc. C'est aussi ça, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est faciliter le parcours aussi Oui, alors il se trouve que comme on est 100% à distance, donc c'est-à-dire que nos agents ne sont, à part au téléphone ou à travers un échange d'emails, ne sont jamais directement en contact avec le client. Donc malheureusement, personne n'est parfait. Donc on a certains clients qui ont tendance à essayer de nous contourner pour aller directement voir alors pour l'acheteur, pour le vendeur, et pour ne pas payer, c'est 2 000 €. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des capacités de traquer à travers des bases de données. Il faut savoir que quand vous achetez un appartement, vous passez donc chez un notaire et après cette donnée au bout de quelques temps est disponible dans une base de données publique et donc du coup on arrive à nous quand on met en relation un acheteur et un vendeur, on fait signer ce qu'on appelle un bon de visite et du coup dans notre CRM on sait à quel acheteur on a mis en contact à quel vendeur pour quel bien. Et donc du coup, si on fait tourner un petit peu la machine, et le moment où il y a des moments où, alors c'est souvent quelques temps après la transaction, on arrive à se rendre compte en croisant tout ça que une opération s'est faite entre telle personne et une autre personne, et avec notre base de données, on se rend compte que c'est nous qui avons mis en contact. Donc du coup, on peut se rapprocher, non pas de l'acheteur ni du vendeur, mais directement du notaire, en présentant le bon de visite, et en présentant notre mandat, en disant « Monsieur le notaire, voici ce qui s'est passé, voilà, et s'il vous plaît, payez-nous », et le notaire, sans aucune hésitation, va nous payer. Vous ne cessez d'innover, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un pas de plus qui est franchi avec les agences de papa sur un très gros projet. Qu'on a lancé aujourd'hui. Voilà, c'est ça, hein, là, ici, oui, est lancé aujourd'hui. Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle, là ? Alors, je parle plutôt vraiment de la data. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Alors, juste pour expliquer, parce que là, tous les deux, on est au courant, mais peut-être pas tout le monde. Oui, on est en train de lancer un projet de métaverse immobilier, qui est un monde virtuel en reproduction du monde réel, qui n'est pas du tout un monde totalement imaginaire, qui est vraiment une reproduction virtuelle. Alors, pareil, hein, c'est parti d'une analyse, en fait, d'un besoin de productivité, d'amélioration de notre productivité. Nous sommes rendus compte que la plupart du temps que nos agents utilisent est perdu dans les demandes de visite, les demandes d'information. Autant on peut traiter quand c'est pertinent, on traite toujours d'ailleurs, même quand c'est pas pertinent, mais c'est un temps perdu qui est extrêmement important. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, si le client, l'acheteur, a la possibilité d'aller directement dans un monde virtuel à travers son ordinateur, son écran, qui est une reproduction, et de pouvoir visiter en immersif le même appartement qui a été scanné en 3D,
il pourrait se balader à l'intérieur comme s'il faisait une visite, et il pourrait aussi se balader autour, dans le quartier, dans la rue, et ça permettrait justement à cette personne, non pas de se dire je vais acheter, mais de dire je ne vais pas acheter. En fait, c'est ce qu'on cherche. On cherche que, en fait, il faut savoir que plus de 90% des personnes qui nous contactent, des acheteurs potentiels qui nous contactent pour un bien, ne sont pas réellement intéressés par ce bien. C'est parce que tout simplement, il a trop peu d'informations. Vous avez tous été sur Se Loger, vous avez tous été sur le Figaro Immo ou le Bon Coin. Vous voyez bien à quoi ça ressemble. Vous avez quelques photos de plus ou moins bonne qualité. Vous avez un descriptif et à partir de là, vous devez vous décider si vous appelez le vendeur, l'agent ou le particulier. Il y a trop peu d'informations. Donc imaginez-vous capable de faire cette visite virtuelle directement immersif et être capable aussi d'interagir, parce que ce n'est pas uniquement une visite virtuelle, c'est une interaction avec les parties prenantes de la transaction. C'est un gain de temps énorme pour nous et pour l'acheteur. Donc du coup, on sera capable d'éliminer entre guillemets, une bonne partie des appels qui n'ont pas lieu d'être, et celui qui va nous appeler, ou celle qui va nous appeler, on est quasiment sûr qu'il y a un vrai intérêt. Donc il y a un gain de productivité extrêmement important, et donc c'est ça le métaverse, c'est ça Versity, ce qu'on est en train de mettre en place. Et donc aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'on est sur ce projet-là. Hein. Donc aujourd'hui, on lance non pas Versity, mais une SEO qui va avec, parce que du coup, on a créé toute une économie, un écosystème à l'intérieur de Versity, et cet écosystème fonctionne sur ce qu'on appelle un jeton d'échange. Et c'est un jeton d'échange qui sera un petit peu la monnaie. Et cette jeton d'échange-là, c'est ce qu'on propose aujourd'hui en SEO. Et donc, du coup, ça nous permettra, d'ici la fin de l'année, d'avoir une première version 3D de Versity, et l'année prochaine, d'avoir la version full immersive de Versity sur la France. Et ça, c'est fait depuis Nice. Et c'est fait depuis Nice, absolument. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 types de technologies qui interviennent dans un projet de métaverse. Il y a de ce qu'on appelle des compétences en matière de développement Web 2, hein, donc UX notamment, parce que vous avez une interface client qui est très importante. Donc ça, c'est des développeurs classiques web. Vous avez des développeurs 3D, et là, les développeurs 3D, c'est un peu comme les data scientists, c'est des personnalités qui sont un peu difficiles à trouver. Donc, on s'appuie sur des partenaires, on a notamment un gros partenaire qui est basé à Paris. Pour faire ça, on va prochainement lancer des recrutements aussi en interne dans la région, pour avoir aussi nos propres designers, ingénieurs en modélisation 3D. Et donc la troisième partie, c'est des ingénieurs blockchain, des développeurs blockchain, parce que tout est enfin une bonne partie des choses sont sous blockchain, notamment les jetons, et c'est pas l'objet de l'échange aujourd'hui, mais il y a aussi des NFT. Donc du coup, ça, on a besoin d'avoir des compétences de développeurs blockchain, et ça, on les trouve. Et c'est encore plus rare, et on les trouve à Paris, et on les trouve chez nos partenaires. On travaille avec 2 des plus gros je dirais, entreprises d'informatique spécialisées dans la blockchain, et on travaille avec eux et avec leurs compétences. Et donc du coup, l'intelligence artificielle, alors je pense que la clé aujourd'hui, c'est dans une métaverse, c'est d'abord la data. Il y a d'abord la data, évidemment, de toutes les transactions qui se passent à l'intérieur de ce monde, mais aussi la métadata. La métadata est quelque chose d'encore plus intéressant, parce que ça permet de bien connaître les comportements ou les habitudes de comportement, les trends d'habitudes de comportement des gens. Alors, on va pas fliquer les gens, on n'est pas dans des films, mais l'idée, c'est aussi de comprendre à travers cet outil-là des comportements qui pourront nous donner des moyens de faciliter le parcours client, d'améliorer le parcours client, et aussi d'améliorer et de donner aussi aux industriels, je dirais, les trends qui sont en train de ressortir dans une métaverse, donc des comportements des gens. On arrive à les identifier, à trouver des trends,
et à donner ces informations-là à des promoteurs pour qu'ils se disent, voilà, aujourd'hui, les gens ont plus l'habitude, ont plus l'envie d'aller sur ce type de biens plutôt que d'autres. Alors, éviter de construisez plus de biens, je dis n'importe quoi, avec des jardins que avec des biens où les gens sont dans des 3 pièces au centre-ville. Voilà. C'est ce type d'information et de comportement qu'on a là. Et donc, du coup, pour analyser ces informations-là, là, on aura besoin, on aura besoin d'intelligence artificielle pour analyser ces informations-là. Alors, c'est encore un peu trop tôt pour aller dans ce sens-là. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'abord sur les agences de papa, d'améliorer le parcours client à travers des automatismes, et ça, on a besoin d'intelligence artificielle pour améliorer. Et sur Versity, le métaverse, là, on a d'abord construire tout ce projet qu'on est en train de faire, et derrière, pour gérer toute cette data, on aura besoin d'intelligence artificielle aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 et merci à tous d'avoir suivi ces 3 tables rondes qu'il est l'heure de clôturer. Donc j'espère qu'avec nos intervenants, vous avez pu voir à quel point l'intelligence artificielle était censée être accessible, on l'a vu, avec vous dans le tourisme, dans l'immobilier, dans l'industrie, au sein de l'entreprise. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Merci à la Maison de l'intelligence artificielle d'avoir organisé cet événement. Bonne soirée à tous.